Bienvenue au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge. Je suis Damien Bernet, conservateur chargé des sculptures médiévales et je vous accueille aujourd'hui dans les espaces rénovés du musée de Cluny pour une promenade parmi une sélection de sculptures. Nous sommes ici dans la salle consacrée aux sculptures romanes et du premier art gothique, qui est l'une des toutes premières du nouveau parcours de visite. Et je me suis arrêté ici devant une œuvre particulière qui est un chapiteau catalan qui provient d'une abbaye partiellement détruite, qui est l'abbaye Saint-Pere de Rhodes, Saint-Pierre de Rhodes, dans le nord de la Catalogne, tout près de la frontière française. Et ce chapiteau, qui se distingue des autres par sa couleur un peu plus sombre, a une histoire un peu différente des autres. Les 7 autres sont arrivés dans les années 1880, au moment où le cloître était en cours de démantèlement. Ils ont été acquis par un antiquaire parisien, Stanislas Baron, qui les a vendus au musée de Cluny. Et c'est progressivement qu'on s'est rendu compte que ces chapiteaux, sans origine avérée, étaient en fait rattachables à cette abbaye de Saint-Pierre de Rhodes. Ce chapiteau a une coloration plus sombre qui atteste d'une histoire différente. Alors, il a subi une exposition en plein air, ce qui explique ces taches liées à des colonisations par des micro-organismes. Il nous a été signalé par son propriétaire, un habitant de Heidelberg, qu'il a acquis dans les années 1960 dans sa ville, chez un antiquaire. Et à force de mener des recherches sur son style et sur sa provenance vraisemblable, il a fini par tomber sur le cycle de chapiteaux du musée de Cluny. Il a donc fait le lien et a demandé au musée s'il était intéressé par une acquisition. Évidemment, la réponse a été positive puisque cette opportunité a permis de compléter l'iconographie qui s'esquisse à travers ce groupe de chapiteaux. Alors, en Catalogne, il y a 3 cloîtres majeurs datables de la fin du XIIe siècle. Tout d'abord, le cloître de la cathédrale de Gérone, le cloître de Sant Cugat del Vallès dans le sud de la Catalogne, et enfin, tout à fait au nord, le cloître de Saint-Pierre de Rhodes. Lequel cloître a donc fait l'objet d'un démantèlement partiel à la fin du XIXe siècle, et donc il est vraisemblable de penser que l'ensemble du musée de Cluny, enrichi par ce chapiteau, provient de ce cloître démantelé. Il s'agit de 4 scènes de l'histoire du patriarche Noé. Sur la première face, on voit Noé en train de tailler des éléments qui vont servir à construire l'arche. Sur la deuxième face, ici, on voit l'embarquement des animaux guidés par Noé à l'intérieur de l'arche. Sur la troisième face, Noé est en train de cultiver sa vigne, dont il boit ensuite le vin, qui provoque son ivresse. Et sur la face invisible, de l'autre côté du chapiteau, se trouve la scène où ses fils couvrent la nudité du patriarche endormi. Ce chapiteau est particulier dans la mesure où il présente des inscriptions. C'est un chapiteau bavard. On lit le nom du patriarche Noé sur cette tourelle. Le nom de l'arche, Arca, est inscrite sur le flanc de l'embarcation. Et ce caractère bavard se retrouve sur un autre chapiteau qui est voisin du premier, ici, un chapiteau consacré à la vie d'un autre patriarche, Abraham, lui aussi constellé d'inscriptions. Et les 2 chapiteaux ont en commun une même structure de tourelles qui soutiennent la bâque, et ces tourelles cantonnent des espèces de conques qui confèrent au chapiteau un caractère architectural très marqué. Et les dimensions ainsi que la pierre qui sont les mêmes, l'iconographie, suggèrent que ces 2 chapiteaux étaient peut-être en regard l'un par rapport à l'autre, tout du moins qu'ils ont été réalisés par le même atelier, l'un des nombreux ateliers qui ont coopéré sur le chantier de construction et de sculpture de ce cloître dans les années 1180-1200. Cette sculpture en pied est l'une des œuvres iconiques de la collection du musée de Cluny. Il s'agit de l'Adam qui provient du décor sculpté de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Et plus précisément, on s'en est rendu compte en l'étudiant dans les années 1960-70, du revers de la façade du bras sud du transept, c'est-à-dire d'une surface qui se trouve à l'intérieur de la cathédrale et qui déploie comme à l'extérieur un décor sculpté qui est visible par ceux qui sortent de la cathédrale, en l'occurrence le clergé et plus particulièrement l'évêque, puisque au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, le palais de l'évêque se trouvait au sud de la cathédrale, le long de la Seine. Il était donc amené quotidiennement à entrer en contact avec cette œuvre visuellement, une œuvre qui le ramène à ses fins dernières, puisqu'il semble l'admonester de ce geste de la main droite. Il s'adresse à lui comme pour lui dire « Je suis un homme, je suis accessible au péché, mais j'en triomphe grâce à la rédemption. » C'est donc une façon active de s'engager sur la voie de la rédemption, debout, et c'est une façon d'avertir ses semblables et de faire d'Adam une sorte de modèle sur le chemin de rédemption. Il s'agit d'une œuvre révolutionnaire pour son temps, puisqu'elle est représentée nue. C'est l'un des rares exemples de grands nus médiévaux dont la référence est probablement antique, une Vénus anadyomène, une Vénus pudique, puisqu'à l'aide d'une feuille de figuier qui pousse opportunément entre ses deux jambes, il cache sa nudité. C'est donc une scène qui se trouve après le péché et avant l'expulsion d'Adam du paradis, du jardin d'Éden. Ève faisait partie évidemment de la représentation, une statue indépendante qui figurait dans une autre niche en regard de la façade intérieure du bras sud du transept. Et lors de la dépose de statues, à la fin du XVIIIe siècle et avant la Révolution, pour des raisons de réaménagement du décor, il faut penser que la statue d'Ève est tombée à terre et a été brisée, et donc perdue dans ces circonstances. Adam lui-même a connu des vicissitudes, il a entrepris dès lors un chemin d'errance, de lieu de conservation en lieu de conservation, une sorte de deuxième chute en quelque sorte. Il a fait partie du musée des monuments français, au quai des Grands Augustins à Paris, le musée d'Alexandre Lenoir, a accompagné les tombeaux des rois de France à Saint-Denis, où vraisemblablement il a subi une chute puisqu'on le décrit en plusieurs morceaux, ses abattis sont cassés. Et lorsqu'il est versé au musée de Cluny en 1887, un sculpteur le recompose en y intégrant des éléments modernes qui sont assujettis à la structure à l'aide de scellements au plomb. Et dans les années 1970, après avoir changé de place à plusieurs reprises au sein du musée, il trouve sa place définitive ici même dans la salle des sculptures de Notre-Dame de Paris. Et cette opération conduit à revoir complètement sa structure que nous avons reconnue récemment grâce à une campagne de radiographie et de photographie ultraviolet qui ont mis en évidence les zones de reprise. Il faut donc penser que cette œuvre, remarquablement intègre, est constituée néanmoins de parties restaurées. C'est le cas de la partie médiane du figuier, la partie bifide à deux branches séparées. C'est le cas des mollets ou encore d'une partie du bras qui est recomposée à partir de 16 morceaux cassés. C'est donc une œuvre complexe du point de vue de son histoire et de sa restauration, qui a subi des interventions lourdes, mais qui permettent néanmoins d'apprécier aujourd'hui sa posture très particulière, son caractère presque androgyne, puisqu'il associe à une figure masculine un corps presque féminin, dans un contexte gothique, où l'on s'attache davantage, normalement, à mettre en évidence la qualité, le caractère structuré des drapés. Cette œuvre nous renseigne aussi sur un aspect fondamental de la sculpture médiévale, c'est sa nature polychromée, puisque des traces de cette polychromie médiévale et des repeints qui ont succédé à cette première mise en couleur sont discernables notamment sur la feuille de figuier, mais aussi dans les cheveux et partiellement sur les carnations, des traces de rose d'intensité variable, du rouge dans les commissures des lèvres ou au coin des yeux, qui témoignent du caractère très élaboré de cette polychromie qui conférait à la statue un caractère presque vivant et qui contribuait à lui faire prendre place dans l'assemblée des usagers de la cathédrale.
Quand on travaille sur l'art médiéval, il faut faire la part de l'absence ou du moins de la rareté des sources, et il faut savoir admettre qu'on ne sait pas, tout du moins qu'on se trouve en face de différentes hypothèses en présence. Et c'est le cas de cette plaque en ivoire d'assez grande taille, dont on ignore tout de la provenance et même de la fonction. Elle a été acquise par le musée de Cluny en 2012 dans le cadre de la dispersion partielle d'une très grande collection d'arts précieux médiévaux de la fin du XIXe siècle, la collection de Victor Martin Leroy, qu'il a transmise à son gendre Jean-Joseph Marquet-de Vasselot, qui était quant à lui directeur du département des objets d'art du Louvre et du musée de Cluny dans les années 1920-1930. Et cet objet, insigne en raison de sa provenance récente, est importante également en raison de sa datation. On est à peu près au milieu du XIIe siècle, avec une figuration romane, monumentale, spectaculaire, qui superpose deux alignements de figures debout, avec une certaine recherche dans la variété des poses et du rendu des têtes, de ces barbes, de ces chevelures très stylisées. Chacune de ces figures étant heureusement identifiée par une inscription qui est gravée sur des bandeaux qui surplombent les figures. Donc Rouben, Siméon, Lévi, Judas, il s'agit des personnifications des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les tribus issues des 12 fils de Jacob. Et ces figures, qui marchent par 12, ont été mises en relation anciennement avec une autre plaque en ivoire conservée au Bode-Museum de Berlin et qui représente quant à elle, selon une mise en page identique avec les mêmes types d'inscriptions, les 12 apôtres. On se retrouve donc avec deux plaques, une au musée de Cluny dédiée à une scène de l'Ancien Testament, vétérotestamentaire, et l'autre à Berlin dédiée à un ensemble néo-testamentaire du Nouveau Testament. On est donc entraîné vers une lecture typologique, c'est-à-dire qui confronte l'Ancien et le Nouveau Testament. On pourrait penser par exemple à deux plats d'une reliure, le dessus et le dessous, sauf que le jeu des regards vient contrarier cette lecture binaire et nous entraîne vers un ensemble plus étoffé d'au moins 4 plaques supplémentaires, peut-être davantage, qui constituaient un ensemble dont l'emprise totale nous échappe aujourd'hui. Nous sommes ici dans une salle qui vient interrompre la chronologie, ou plus exactement l'enrichir, puisqu'elle est dédiée à un moment particulier de l'art parisien et occidental en général. C'est la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité, construite par Saint-Louis entre 1243 et 1248. Et l'ensemble sculpté emblématique de la chapelle haute de la Sainte-Chapelle, qui est une chapelle à 2 niveaux, c'est le collège apostolique, c'est-à-dire l'ensemble de 12 apôtres qui étaient présentés au-devant des piliers de cette chapelle haute. Le musée de Cluny conserve 6 sculptures parmi les 12 de l'ensemble original, les 6 autres se trouvant toujours en place dans la Sainte-Chapelle, même si leur position a été brouillée après la Révolution. Et ces statues ont été déposées au musée de Cluny au début des années 1850, au moment des travaux de restauration de la Sainte-Chapelle, et en particulier des travaux de remise en place des statues d'apôtres. Ces statues-là ont été jugées trop altérées, trop mutilées pour être réinstallées. Elles ont été décapées pourtant, c'est-à-dire qu'elles ont perdu une grande partie de leur parure polychromée, qui ne subsiste plus qu'à l'état de traces. Et l'un des enjeux de l'aménagement de cette salle du musée de Cluny était une réflexion renouvelée sur la manière de présenter ces statues, c'est-à-dire de les mettre en contexte, de façon que le visiteur perçoive leur rôle dynamique par rapport aux vitraux, qui ici sont placés en alternance avec les statues, mais aussi sur la façon dont les statues interagissaient les unes par rapport aux autres, ou avec le visiteur en contrebas. Les têtes ont fait l'objet d'une nouvelle proposition de scellement dans les années 1950, lors de la précédente rénovation du musée de Cluny, mais une position relativement raide et inexacte, puisque les statues regardaient vers l'horizon avec une posture très droite qui ne correspondait pas aux documents dessinés ou gravés qui représentaient les statues dans le musée des monuments français dans les années 1800-1815. Il a donc été jugé utile de déposer 2 des 3 têtes conservées, celle de l'apôtre dit à tête de philosophe et celle du Saint Jean derrière moi au centre,
et un comité scientifique constitué de nos collègues du Centre de recherche et de restauration du Musée de France, le C2RMF, du département des sculptures du Louvre, nous a permis de valider une proposition d'implantation qui tient compte des traces de mise en œuvre des têtes, des lignes de fuite asymétriques, de cette documentation graphique que j'évoquais, pour proposer une implantation qui confère aux statues un caractère dynamique qu'elles avaient perdu et qu'elles retrouvent désormais. Par exemple, le Saint-Jean penche la tête vers l'avant et la tourne de quelques degrés vers sa droite, ce qui le met en interaction avec l'apôtre à tête de philosophe qui se tient à ses côtés. Par ailleurs, il y avait un enjeu également sur la structure des statues, sur la façon dont les faire tenir, puisque le socle qui les figeait et auquel les statues étaient liées par des barres métalliques ont été supprimés, de façon à faire vivre davantage le réseau de plis tubulaires qui anime les sculptures en partie basse. Et cette disposition surélevée, en porte-à-faux, permet également d'introduire un élément que nous avions perdu et retrouvé dans les réserves du musée de Cluny. Il s'agit de ce pied, le pied droit du Saint-Jean, qui a été repositionné, qui trouve sa place définitive puisqu'il y a un plan de contact à l'arrière de la cheville, donc une position très, très déjetée vers l'extérieur, qui permet de restituer à la statue un caractère dansant dans le prolongement du contrapposto et qui donne l'illusion que l'apôtre est en marche littéralement, que donc il invite le roi à prendre la croix, le roi Saint-Louis, et c'est le moment où Saint-Louis décide de partir en croisade. Donc c'est une sorte d'illustration de la démarche royale, de cette tension de Saint-Louis vers la Terre Sainte. Dès lors que les sculptures étaient débarrassées de leur socle des années 1950, il s'agissait de réfléchir à la façon de les faire tenir debout, puisque le socle qui se trouve en contrebas ne joue aucun rôle dans leur stabilisation. Pour annuler toute vibration qui aurait risqué de compromettre cette stabilité, les banquettes ont été positionnées sur des petites dalles de béton coulées sous le parquet et un système de soclage très élaboré qui rigidifie l'ensemble, traverse complètement ces socles et la partie émergée consiste en une sorte de semelle morphologique qui porte la statue elle-même et en un mât qui, en se subdivisant à l'arrière, vient prendre la statue par le drapé et l'empêcher de basculer en avant. Il s'agit donc d'une proposition muséographique et de soclage très audacieuse qui nous donne le moyen de présenter la statue de la manière la plus dynamique possible en relation avec la recherche d'évocation de leur position d'origine que j'évoquais tout à l'heure. Je vous montre ce retable pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'il est étonnant par son envergure. Il s'agit d'une sorte d'albatros du retable en pierre calcaire d'Île-de-France du milieu du XIIIe siècle. La deuxième raison, c'est parce qu'on a des renseignements précis, une fois n'est pas coutume, sur son origine. Il provient d'une chapelle dédiée à la Vierge, construite par l'abbé Pierre de Wessancourt, ou Wessancourt, à l'est de son église abbatiale de Saint-Germer-de-Fly, dans le nord-ouest de l'Oise, et on est dans les années 1265 à peu près. Et cette chapelle est une sorte d'œuvre d'art totale, puisque aujourd'hui encore, elle donne une idée très précise de l'accord très recherché entre la polychromie architecturale de la chapelle, qui souligne les organes de son architecture rayonnante très, très élaborée et raffinée, sa parure de vitraux, qui est conservée en grande partie, mais aussi son mobilier, dont fait partie ce retable qui est en quelque sorte le point focal du dispositif au-dessus du maître-autel. Et la troisième raison, c'est que cette œuvre a été restaurée récemment pour figurer dans cette muséographie rénovée du musée de Cluny. Et cette restauration est très spectaculaire puisqu'elle a vraiment conduit à révéler la parure polychromée de ce retable, dans une proportion qu'on n'imaginait pas. On savait qu'au moment de la découverte du retable, plutôt de la redécouverte dans les années 1830, la polychromie était remarquablement préservée puisqu'elle a fait l'objet de relevés aquarellés. Et malheureusement, cette polychromie a été oblitérée lorsque le retable, déposé au musée de Cluny, a été exposé en extérieur. C'est-à-dire qu'il a été rendu vulnérable à la pollution atmosphérique parisienne et que des dépôts de pollution, de crasse se sont formés sur sa surface. Et le nettoyage de cette crasse au début du XXe siècle a entraîné la disparition partielle
de la polychromie. Et le nettoyage de cet encrassement subsistant a permis de rétablir une lecture satisfaisante des effets polychromés de ce retable, comme si on avait renversé les effets chromiques. C'est-à-dire qu'on avait affaire à une sorte de résille de fond dans des nuances de gris, et la disparition de cette résille, qui correspond en fait à ces motifs losangés qui s'entrecroisent avec des motifs de 4 feuilles, la disparition par microsablage au C2RMF de cette couche parasitaire a permis de révéler un décor en relief qui vraisemblablement est creusé dans la préparation de la polychromie, c'est-à-dire la sous-couche quand elle est encore fraîche, et toutes les parties qui étaient en saillie ont été grattées lors de la restauration du début du XXe siècle, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un décor en négatif. C'est-à-dire que les parties du décor qui servaient de plan de fond sont aujourd'hui saillantes. Il n'en demeure pas moins que ce que l'on lit aujourd'hui de ce décor nous renseigne de façon précise sur l'état du décor d'origine, puisque sous les moulures en saillie sont conservées des traces de la dorure qui venaient recouvrir ce décor de losange. Et par ailleurs, entre les personnages dans les parties basses, sont conservés par endroits les éléments en relief de ce décor. Il faut donc imaginer que les figures, parées de couleurs chatoyantes, des rouges, des bleus, des verts ou même des violets, se détachaient sur ce fond uni, doré, à l'échelle de ces quelques 3,50 m d'envergure de retable. Nous sommes ici dans la grande salle de l'étage noble de l'hôtel de Cluny, qui est consacrée depuis la rénovation au XIVe siècle français, mais aussi allemand ou encore anglais. Anglais, c'est le cas de ce pan de mur où règne le devant d'hôtel de Thetford, dans le Suffolk. Et en raison de cet ancrage insulaire, nous avons présenté ici un exemple de la production très abondante en Angleterre de retables composés de reliefs d'albâtre. Un albâtre qui est une ressource locale qui est issue de carrières à Nottingham ou encore à York, dont l'abondance permettait une activité exportatrice vers le continent. Ce qui explique que de nombreuses collections muséales en France présentent des éléments de retable. Et voilà un cas peu répandu de retable non pas complet, puisqu'il lui manque sa caisse en bois et peut-être une partie des reliefs périphériques, mais la totalité des reliefs de la Passion sont conservés. Alors, en dépit de sa situation dans la salle du XIVe siècle, il date du milieu du XVe, il est ici par exception, et il est le représentant de cette production qui est bien représentée dans la collection du musée de Cluny, mais il faut faire des choix, et malheureusement, l'essentiel de cette collection se trouve aujourd'hui temporairement en réserve. Lorsque cette collection a été étudiée, publiée à la fin des années 1990, pour des raisons conjoncturelles, il n'y avait pas d'accès au revers de ces reliefs. Il n'a donc pas été possible de mener jusqu'à son terme l'étude technique. On a pu simplement se fonder sur une lecture iconographique de l'ensemble en répartissant les reliefs par thème iconographique dans la narration de la vie du Christ, depuis l'enfance jusqu'à la résurrection en passant par la Passion. Et la possibilité d'étudier ces éléments après le démontage de l'ancien musée a permis d'examiner le revers et de s'apercevoir qu'une partie des reliefs présentait ce qu'on appelle des signes lapidaires ou des marques lapidaires, c'est-à-dire des signes gravés qui sont apposés peut-être par les carriers ou encore par les sculpteurs, un cercle, un arc de cercle outrepassé autour du point marqué par la pointe du compas, forme très spécifique que l'on a retrouvée spécifiquement sur ces 5 éléments qui se trouvent constituer un retable de la Passion. Il s'agit donc d'une illustration des bénéfices qu'apporte encore aujourd'hui l'étude de pans de collection, y compris de ceux que l'on pensait bien connus à ce jour. C'était l'occasion de restaurer ces reliefs dans les ateliers du C2RMF et de raviver et mettre en valeur la qualité de cette polychromie très bien conservée, à base de fleurettes peintes sur un fond d'herbe verte ou encore de motifs en épaisseur sur le fond d'or qui sert d'arrière-plan à ces scènes, et de valoriser dans son intégrité un aspect certes répétitif parce que lié à une production qu'on pourrait qualifier de en série, mais qui est un témoignage éloquent
de cette production anglaise de la fin du Moyen-Âge. Nous nous trouvons ici dans la dernière salle du parcours de visite, une salle de plus grande dimension consacrée à l'art au nord des Alpes, à la fin du Moyen-Âge. Donc une salle dense qui offre au regard une profusion de couleurs, de matières, de textures et qui se veut une métaphore, ou plus exactement une évocation du décor des églises à la fin du Moyen-Âge. En particulier, j'attire votre attention sur une œuvre particulièrement attachante de la collection de sculptures en bois de la fin du Moyen-Âge, qui est une Sainte Marie-Madeleine que l'on reconnaît à son attribut, le pot à onguent qu'elle tient dans la main gauche. Cette Marie-Madeleine est célèbre en raison notamment de la sophistication extrême de sa parure et de sa chevelure en particulier, une chevelure qui est nouée autour d'une coiffe à deux lobes, revêtue d'une résille, et donc les tresses qui tombent derrière la tête s'enroulent en passant par-dessus la coiffe et reviennent vers l'avant en s'insérant dans une boucle formée par la tresse elle-même. Donc il s'agit d'un dessin très compliqué qui, à lui seul, témoigne de la virtuosité technique très impressionnante des sculpteurs actifs à Bruxelles à la fin du XVe siècle. Son prêt récent dans une exposition consacrée aux sculpteurs de la dynastie Bormann au musée de Leuven a permis d'examiner sous un jour renouvelé le dessous de la base et de se rendre compte que dans une cavité, c'est-à-dire un emplacement où l'on ne s'attendait pas à trouver pareil indice, on a retrouvé ce qu'on appelle une marque de garantie du bois, c'est-à-dire un maillet qui a été frappé à chaud dans les fibres du bois, qui était difficilement perceptible en raison d'une interaction avec une pointe métallique qui est toujours fichée, toujours en place. Néanmoins, le maillet est bien là. Cela nous renvoie au mode de fonctionnement des métiers à Bruxelles à la fin du Moyen-Âge, au sein des guildes, puisque les règlements de ces corporations obligeaient les sculpteurs et les polychromeurs après eux à se conformer à des contrôles de qualité, qui débouchaient sur la position ou non de cette marque de garantie. Et l'étude récente menée dans le cadre de l'exposition a permis d'attribuer cette Marie-Madeleine, désormais indubitablement bruxelloise, en atteste la marque, à l'atelier du fondateur de la dynastie Bormann, Jan I, qui est originaire de Leuven, à quelques kilomètres de Bruxelles, et dont le fils, Jan II, devient le plus important sculpteur de sa génération à Bruxelles. Donc une production qui est vouée à l'exportation et qui fait rayonner cette production dans une large partie de l'Occident chrétien. Cette Marie-Madeleine est donc une ambassadrice à plusieurs titres de cette production très importante de la fin du Moyen-Âge. Nous voici parvenus au terme de ce cheminement à travers les collections de sculptures du musée de Cluny, dans un espace qui est dédié à des expositions d'actualité. Nous nous trouvons ici dans le nouveau pavillon d'accueil du musée sur le boulevard Saint-Michel, et actuellement l'exposition d'actualité est consacrée aux acquisitions récentes du musée, c'est-à-dire les acquisitions faites par le musée pendant les années de travaux, entre 2017 et 2022. Et je souhaitais attirer votre attention sur un cas emblématique des liens qui se tissent entre l'institution et les donateurs. En l'occurrence, Éliane Vergnol, qui est une historienne de l'art, universitaire honoraire, qui a consacré sa carrière à l'étude de l'architecture et de la sculpture romane et du premier art gothique, et qui a généreusement fait don au musée de ce chapiteau, qui présente sur deux faces sculptées le don des clés par le Christ à Saint-Pierre, autrement dit, en quelque sorte, l'institution de l'Église. Le moment où le Christ s'adresse à Simon et lui dit « Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église ». Et pour cette raison, Saint-Pierre est porteur d'une maquette qui est une symbolisation de l'Ecclésia, c'est-à-dire de l'Église. Lorsque Éliane Vergnol nous fait don de ce chapiteau,
elle nous signale un autre chapiteau qui est en vente sur le marché de l'art, au Puce de Saint-Ouen. Un chapiteau qui présente une autre scène de la vie de Saint-Pierre, le moment où un ange survient pour le délivrer de prison. Donc on voit l'ange qui s'avance sur cette face, Saint-Pierre entravé par des liens qui lient ses pieds, et dans son dos, 2 soldats endormis, vêtus de cottes de mailles. Ces 2 chapiteaux présentent des dimensions similaires, le même traitement de la corbeille avec des enroulements aux angles, et une structure corinthisante, c'est-à-dire issue de la tradition du chapiteau corinthien antique, avec des acanthes qui se redressent au centre et qui séparent les figures qui animent les 2 faces sculptées. Le haut du chapiteau est creusé, dans les 2 cas, et reçoit une cuve en plomb. Donc il est vraisemblable que ces chapiteaux aient servi de bénitier ou aient servi à un autre usage, dans un contexte qui nous échappe, mais un contexte récent, qui explique leur érosion, puisque les 2 ont dû être exposés en plein air. Et leur style est comparable, pour autant qu'on puisse en juger par l'érosion de la pierre. Pour toutes ces raisons, il était raisonnable de penser que les 2 chapiteaux provenaient des ébrasements du même portail, par exemple. Un portail à 2 chapiteaux ou à davantage de chapiteaux d'un cycle de la vie de Saint-Pierre. Et pour cette raison, un autre donateur, Christian Giacomotto, a décidé de faire don au musée de Cluny de l'autre chapiteau, afin de les réunir au sein du musée de Cluny et de permettre leur étude sur des bases comparées très étroites. Donc Lise Leroux, une géologue pétrographe du laboratoire de recherche des monuments historiques, le LRMH, a analysé la pierre des 2 chapiteaux et s'est rendu compte qu'elles étaient différentes. À notre grand étonnement, ce chapiteau est taillé dans une pierre de type tonnerre, c'est-à-dire du nord de la Bourgogne, tandis que l'autre est dans un calcaire à gros grains qui fait penser à nos rois les Pont-à-Mousson, entre Metz et Nancy. Donc il faut trouver une aire géographique qui nous permette de faire la synthèse entre la Lorraine d'une part et le nord de la Bourgogne de l'autre. Probablement le plateau de Langres, donc un confin entre Champagne, Bourgogne et Lorraine, une zone peu explorée de la création romane au milieu du XIIe siècle et qui nous renvoie peut-être dans une sphère clunisienne, c'est-à-dire une sphère où on met en avant les 2 figures des apôtres romains que sont Saint-Pierre et Saint-Paul, les saints patrons de la papauté et les saints patrons de l'ordre de Cluny, dont le chef d'ordre, comme vous le savez, donc, est cette grande abbaye de Cluny en Saône-et-Loire. Ce don n'est pas le seul qu'Hélène Vergnol ait consenti au musée de Cluny, d'autres se trouvent derrière moi, que je vous invite à venir découvrir en visitant le musée de Cluny rénové et cette exposition d'actualité sur les acquisitions récentes qui constitue une actualité riche au musée de Cluny.